Bonjour tout le monde, je m'appelle Pierre-Yves et vous souhaite la bienvenue à Nos classiques en 3 temps. Une fois par mois, nous nous tournons vers un grand classique de la littérature scientifique dont vous avez peut-être entendu parler, mais que vous n'avez peut-être pas lu. Dans cette capsule, je m'engage à vous résumer ces ouvrages selon 3 formats. Un format de 140 caractères, un format d'1 minute et un format de 10 minutes. Dans notre vie de tous les jours, on n'a pas toujours le temps de lire ces classiques. Ces capsules visent également à montrer que ce n'est pas parce qu'on a moins de temps pour parler d'un livre qu'on ne peut pas en parler comme il faut. Ces capsules sont présentées par les bibliothèques de la Chine. Ce mois-ci, le dialogue sur les 2 grands systèmes du monde de Galileo Galilei ou Galilée pour les intimes. Le format de 140 caractères vise à donner l'idée générale du livre, la thèse de l'auteur. Donc le dialogue sur les 2 grands systèmes du monde en 140 caractères. Le mouvement de la Terre ne peut être perçu directement par les sens. On a besoin d'instruments pour les complémenter et de théories pour interpréter ce que l'on voit. Maintenant, le dialogue sur les 2 grands systèmes du monde en 1 minute. Pour Galilée et Copernic, la Terre tourne autour du Soleil. Pour montrer ça, il faut montrer que les arguments en faveur de l'immobilité de la Terre sont pas bons et en apporter des bons en faveur de son mouvement. On ne peut pas se baser sur ce qu'on voit sur la Terre pour attester ou non de sa mobilité, parce que tout ce qui est sur la Terre a le même mouvement que la Terre. Si on laisse tomber une balle alors qu'on est en avion en vol, par exemple, la balle ne va pas partir en toute vitesse vers l'arrière de l'appareil parce que celui-ci file à 500 km/h. Elle va tomber à vos pieds, parce que la balle a la même vitesse que l'avion. Pour savoir à quelle vitesse va l'avion, on ne peut pas se fier sur ce qu'il y a dans l'avion. Il faut regarder par le hublot. L'apport de Galilée, ça a été de fournir un télescope qui nous permet de voir les phénomènes astronomiques que nos yeux ne peuvent pas voir, même si on mange bien des carottes. Ça a été décisif dans son combat pour bien faire valoir son point de vue. Maintenant, le dialogue sur les 2 grands systèmes du monde en 10 minutes. Galilée a vécu au 16e et 17e siècle. À l'époque, le système de Ptolémée et Aristote prévalait. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Ce système-là, aussi appelé géocentrique, affirmait que c'est la Terre qui est au centre de l'univers et que le Soleil, la Lune, les planètes et la voûte étoilée orbitaient tous autour de la Terre. Galilée veut établir un nouveau système, celui qui a été proposé par Copernic environ un siècle auparavant. Donc la Terre ne serait pas le centre du monde, mais elle tournerait autour du Soleil. Donc on a une espèce de guerre de systèmes. L'héliocentrisme, où le Soleil est au centre, et le géocentrisme, où la Terre est au centre. Donc Galilée, dans son dialogue sur les 2 grands systèmes du monde, met en scène un dialogue, c'est un débat, dans lequel on se chicane pour savoir c'est lequel système qui est le meilleur. Donc, dans le coin gauche, pesant 2 millénaires et baqué par le pape, on a le géocentrisme. Et dans le coin droit, pesant 1 siècle et menacé par l'Inquisition, l'héliocentrisme. Copernic n'a pas eu la chance de populariser son système. Donc, à l'époque, il craignait un peu les critiques et a décidé de les publier après sa mort. Il faut dire que les critiques peuvent s'avérer assez sévères, genre te faire brûler sur un bûcher pour hérésie. Galilée est inspiré par le système de Copernic. Et comme il est un bon chum avec le pape Urbain VIII, il se dit que l'Inquisition, ça y fera sûrement rien. Fait qu'il décide de mettre en scène un dialogue d'à peu près 700 pages dans lequel il examine les arguments en faveur et en défaveur de la thèse copernicienne. C'est un peu comme une pièce de théâtre, mais au lieu de durer 2-3 heures, ça dure 4 jours. Les thèses en jeu sont celles d'Aristote et Ptolémée, selon laquelle la Terre est immobile et au milieu de l'univers, et la thèse de Copernic et Kepler, selon laquelle la Terre est en mouvement sur elle-même et autour du Soleil. Donc, il est une croyance selon laquelle le Moyen Âge n'était pas full glorieux, puis qu'on pensait que la Terre était plate. Donc, selon cette version, Galilée aurait affirmé que la Terre est ronde, puis c'est ce qui n'aurait pas fait triper les critiques, la gang de pyromanes. Mais en fait, même si Aristote était en faveur de l'immobilité du monde, il était d'avis, il y a déjà 2300 ans,
que la Terre était une sphère, comme les autres planètes. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller lire le Traité du ciel d'Aristote, dans lequel il explique que la Terre est ronde. Ainsi, la chicane n'est pas entre la Terre plate et la Terre ronde, mais bien entre la Terre immobile et la Terre mobile. Mais bon, c'est quoi l'intérêt de parler de Galilée 400 ans plus tard? La perspective de Galilée elle est intéressante parce qu'il met en scène des protagonistes qui vont défendre les systèmes de Copernic et d'Aristote avec des arguments. Il va examiner la valeur de ces arguments-là. L'avantage, c'est que comme c'est du monde qui s'obstine, mais c'est plus systématique. On avance un argument, on check s'il est bon, s'il est bon, on le garde, s'il n'est pas bon, on le sac à la poubelle. Puis à la fin, ça nous permet de peser le pour et le contre de chacune des thèses, car chacune des deux ont des avantages. Mais avant de partir vers les étoiles et de parler d'astronomie, permettons-nous un passage par les nuages pour parler de philosophie. De façon générale, on a confiance en ce qu'on voit, en ce qu'on entend, en ce qu'on touche. Donc, nos 5 sens nous donnent de l'information fiable sur le monde qui nous entoure. Mais ce qu'on voit n'est pas totalement dépourvu d'interprétation. Par exemple, lorsque je suis sur une traque de chemin de fer et que je vois un train arriver vers moi, ce que je vois, ce n'est pas un train en mouvement, mais bien une face de train qui grossit. J'obtiens le même résultat si je marche vers le train immobile. Je vais voir une face de train qui grandit à mesure que je m'approche. En fait, le mouvement, c'est relatif à un cadre de référence ou à un observateur. Si je suis dans le train, du point de vue de la gare, je m'éloigne de la gare à 50 km/h. Mais de mon point de vue, c'est la gare qui s'éloigne de moi à 50 km/h. Il n'y a pas vraiment de point de vue privilégié. Le mouvement est relatif. Ça, c'est important parce que si on se demande si la Terre est en mouvement, il faut toujours se demander en mouvement par rapport à quoi. Donc, cela nous amène aux arguments en faveur de l'immobilité de la Terre. Donc, avant la gang à Galilée, le Copernic, Kepler, la gang d'astronomes, le modèle privilégié, c'était celui d'Aristote et de Ptolémée. Selon ce modèle, la Terre était immobile au centre de l'univers. Mais ce n'est pas parce qu'Aristote était philosophe qu'il disait n'importe quoi, bien que ce ne soit pas exclu. Il avait des raisons pour croire que la Terre était immobile. Ses arguments étaient assez intuitifs. Par exemple, supposons que la Terre est en mouvement. Donc, je suis sur le toit de ma maison et je laisse tomber une balle. Donc, celle-ci ne devrait pas toucher le sol proche de la maison et de moi, mais beaucoup plus loin. En effet, si on suppose que la Terre voyage à une vitesse, disons, 1 mètre par seconde, elle se tasse d'1 mètre à toutes les secondes. Donc, le temps que la balle tombe du haut de la maison, la Terre a eu le temps de se tasser, comme le proverbial gars qui voulait rentrer dans la police. Si ça prend, disons, 1 seconde à la balle pour tomber, bien, la Terre a eu le temps de se tasser d'1 mètre. Donc, la balle devrait tomber 1 mètre plus loin de la maison. En héros, si la Terre était en mouvement, bien, les affaires qu'on échappe ne tomberaient pas à nos pieds, mais tomberaient plus loin. La position de Kepler, défendue par Galilée, consiste à dire « whoopidou ». Ce n'est pas ça que ça implique pour vrai, lorsqu'on comprend comme il faut. Ce serait le cas si la Terre était immobile et, au moment de lâcher la balle, elle commençait à bouger. Mais si la Terre bouge, tout ce qui est sur la Terre bouge avec elle. C'est pour la même raison que lorsqu'on lâche un objet dans un avion, il ne se ramasse pas plusieurs mètres plus loin. Dans un avion, tout va à la même vitesse que l'avion. Donc le déplacement de l'objet qu'on lâche acquiert un déplacement vertical, il tombe, mais il y a toujours la même vitesse horizontale, c'est-à-dire la même vitesse que l'avion. Donc, l'expérience de laisser tomber quelque chose, ça ne nous permet pas de distinguer entre une Terre en mouvement et une Terre qui est immobile. La révolution copernicienne implique qu'on ne peut pas juste croire ce qu'on voit. Il faut aussi comprendre, interpréter ce qu'on voit. Or, lorsqu'on interprète correctement l'expérience dont on vient de parler, bien, on n'a pas plus de raison de croire que la Terre est immobile que de croire qu'elle est en mouvement. Dans les deux cas, on assisterait à la même chose. La balle tomberait à nos pieds. Lorsqu'on comprend ce qu'implique le mouvement de la Terre, on comprend aussi que ce n'est pas en regardant ce qui se passe sur Terre qu'on va pouvoir déterminer si elle bouge.
Comme on ne peut pas se fier sur le comportement des objets sur la Terre, ben, ça va être nécessaire de se retourner vers les étoiles. Dans le système de Ptolémée, la Terre est immobile, mais toutes les planètes se meuvent, toutes les autres planètes. On était déjà au courant grâce à une invention qui s'appelle les yeux. Donc, on les voit bouger. Lorsqu'on n'a pas de point de repère, à part nous-mêmes, on ne peut pas savoir si nous nous déplaçons ou si c'est l'objet qui se déplace. Mais lorsqu'on a un cadre, bien, on peut savoir qu'un objet change de position par rapport à ce cadre de référence-là. À l'époque, on croyait que les étoiles lointaines ne bougeaient pas. Lorsqu'on parle de la voûte céleste là, ou de la voûte étoilée, là, bien, on croyait littéralement que c'était comme un gros dôme avec des petites lumières collées dessus. Fait que si on voit les autres planètes bouger par rapport à nous et par rapport aux petites étoiles, bien, on est sûr que cette planète-là bouge aussi. Par contre, si on pense que la Terre ne bouge pas, puis que les étoiles ne bougent pas non plus, et qu'on voit les planètes bouger, bien, ça se peut qu'on arrive avec des trajectoires un petit peu space. Simplement, le système de Ptolémée supposait que tous les astres se meuvent en cercle autour de la Terre. Mais si c'était juste des cercles, bien, ça ne faisait pas, parce qu'on voit bien que la trajectoire des planètes, c'est pas comme le Soleil qui se lève, qui se couche, qui se lève, qui se couche. Fait qu'on se dit, ça tourne en cercle, mais autour d'autres cercles, qui, eux, tournent en cercle autour de nous. Qu'est-ce que ça donne? Bien, ça donne une espèce de looping. La planète tourne autour d'un point qui tourne autour de la Terre. C'est le système qu'on appelle des épicycles. Donc, si le système des épicycles réussissait à rendre compte de ce qu'on observait, le système de Galilée et de Copernic avait plusieurs avantages, nommément deux. Donc, tous les astres avaient le même mouvement au lieu de spinner de façon louche. Et il y a certains phénomènes qui requièrent un télescope pour être aperçus qui sont mieux expliqués dans une perspective copernicienne. Donc, en conclusion, ce qui est important de retenir, c'est que le mouvement de la Terre n'a jamais été une évidence. En fait, c'est même le propre de la science de ne pas être évident. Ça consiste justement à creuser les apparences, à interroger ce qu'on sait, ou plutôt ce qu'on croit connaître. C'est pas pour rien qu'on parle de révolution copernicienne. C'est une toute autre manière d'appréhender le monde qui a été proposée et défendue par des gens comme Galilée. On ne peut pas raisonnablement douter de nos sens, mais on ne peut pas non plus faire aveuglément confiance à ceux-ci. Donc, merci d'avoir été des nôtres et au mois prochain.